bienvenue pour cette table ronde quand Goliath rencontre David, ou plus simplement comment l'écosystème des startups, des grands groupes et leur financement se rencontrent pour mener à bien de beaux projets. Alors, cette Open Innovation, qui est la thématique qui va nous occuper sur cette heure, est, on va dire, assez répandue depuis ces 5-6 dernières années. On y reviendra un petit peu durant la table ronde. Et on peut lire, par exemple, sur l'Hub Institute de mars 2022, que, eh bien, on pourrait le résumer en l'application du simple mot de l'union fait la force. Alors, on peut aussi, et c'est un rapport du CIGREF que je salue au passage, dans l'innovation en action, que c'est un formidable moyen de lancer de nouveaux services et produits pour les entreprises, mais aussi de transformer les processus de ces grandes entreprises. Alors, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde avec des gens excellents, vous allez les découvrir. Donc, moi, je m'appelle Yannick Puget, je suis à la DSI de IMSA, l'informatique de la Mutualité Sociale Agricole. Et puis, pour commencer, on va tout simplement faire un classique tour de table. Et puis, ce que je vous propose, c'est que vous présentez en 2 mots vos structures, comme ça tout le monde a le bon niveau d'information. Donc, peut-être je vais commencer par Laurie Espinoza. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors, vous êtes chef de projet innovation à la SNCF Gare et Connexion. Qu'est-ce que vous pouvez voilà, sur vous un petit peu, pour que les gens vous connaissent un petit peu plus? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, ravie de participer à cette table ronde, d'autant plus que c'est ma première participation à la mêlée numérique. Donc, comme l'a dit Yannick, moi je suis chef de projet innovation digitale chez SNCF Gare et Connexion. Donc, comme son nom l'indique, c'est la SA du groupe SNCF qui est en charge de la conception et de l'exploitation de toutes les gares du réseau français. Pour vous donner quelques chiffres clés, sur le réseau français, on compte aujourd'hui 3000 gares avec une typologie très variée. Cela va de la petite halte jusqu'à la gare Hub, donc la très grande gare parisienne, donc avec une grande diversité d'usages et de publics. Et ces 3000 gares, elles sont traversées quotidiennement par 10 millions de voyageurs et de visiteurs, avec bien sûr des attentes très différentes selon la nature et l'objet de leur trajet. Alors, la fonction innovation digitale chez SNCF Gare et Connexion, elle est rattachée à une direction dont le nom est un petit peu long. C'est la direction information voyageurs digital et technologie. On va dire digital pour aller plus vite. Et cette direction, elle a pour mission de produire des services et des outils digitaux à l'attention soit de l'interne, donc des agents qui sont au quotidien chargés d'exploiter ces fameuses 3000 gares, ou alors à l'attention des utilisateurs finaux. Donc, ce sont les usagers de ces gares. Donc, on pense aux clients, voyageurs, aux visiteurs, mais aussi à tous les commerces qui existent dans nos gares. Et pour vous donner quelques idées de sujets portés par ma direction, on a par exemple le Wi-Fi en gare, les portes d'embarquement ou la possibilité de précommander un repas ou un espace de stationnement quand vous vous déplacez dans une de nos gares. Et comme chacun des grands groupes, il y a des spécificités qui sont liées au métier de cette structure qu'est SNCF Gare et Connexion. On y reviendra un peu plus tard. Retenez bien les termes, parce que si ça me prend, je poserai des questions si vous avez bien retenu. Qui dit grand groupe dit start-up, dans cette table ronde en tout cas. Et donc, on accueille également Aline Cerf. Alors, je vous laisse vous présenter également. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis CEO et cofondatrice de la société SmartCatch. SmartCatch est une spin-off, donc une start-up issue des travaux du CNRS. Donc un laboratoire qui est basé à Rangueil et bien évidemment rattaché au CNRS au niveau national. Donc on développe, nous, pour notre part, des dispositifs médicaux qui intègrent des micro-nanotechnologies pour l'oncologie. Ça veut dire que l'on va développer des solutions qui permettent de retenir des biomarqueurs tumoraux circulant dans le sang de manière à améliorer les diagnostics et à personnaliser les traitements. Nous sommes aujourd'hui 16 collaborateurs. Nous sommes basés à l'Oncopole de Toulouse, au centre Pierre Potier.
Et pourquoi suis-je là aujourd'hui? Eh bien, parce que l'année dernière, du coup, la société a levé des fonds, donc un tour d'amorçage auprès de 3 fonds d'investissement, donc 2 fonds régionaux et un fonds parisien spécialisé dans le diagnostic. Et juste pour que vous compreniez en quelques mots comment ça fonctionne, les fonds d'investissement lèvent eux-mêmes des fonds au travers d'un certain nombre de structures et d'organismes, comme Harmonie Mutuelle ici présente aujourd'hui. Et donc, nous avons finalement bénéficié du soutien financier d'Harmonie Mutuelle aussi, du coup, au travers de Kurma Partners. Donc, voilà, je témoigne aujourd'hui pour... présenter ce... C'est très clair, Voilà, très clair. très Merci bien. Aline. Et donc ça me fait une transition parfaite puisqu'on parlait d'Harmonie Mutuelle et donc Valérie Sahuc, on l'accueille. Et puis je sais que tu as deux casquettes en fait finalement. Oui, alors moi, je suis une ancienne qui participe à la mêlée, parce que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on participe. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé d'abord dans le marketing, puis dans l'innovation. Et là, aujourd'hui, je travaille sur de la prospective. Donc, je regarde encore plus loin. Et c'est très complémentaire. Donc, juste pour revenir sur Harmonie Mutuelle. Donc, Harmonie Mutuelle, c'est un acteur de la protection sociale. On fait partie du groupe Vive, qui regroupe non seulement Harmonie Mutuelle, mais aussi la MGEN. Et on arrive à 10 millions d'adhérents. Donc, on a les 10 millions de personnes qui passent dans les gares. Et nous, on a 10 millions d'adhérents qui nous font confiance. On travaille sur la santé, mais la santé vraiment au sens large, avec tous les déterminants de santé. Et ça va de l'environnement au logement, aux conditions de travail, au lien social. Donc, c'est vraiment une nouvelle dimension qu'on a pris. Avant, on était dans de la santé curative pure et dure. Et maintenant, on regarde beaucoup plus loin autour. Et dans le groupe, on a plusieurs activités principales qui sont nos piliers. C'est essentiellement l'assurance, bien entendu. Alors l'assurance au sens large sur la complémentaire santé, la prévoyance, la retraite et bien au-delà, pour tout type de public. Et ensuite, on a le logement, puisque ça fait partie des déterminants de santé. Et on a également tout un réseau qui s'appelle VIVS3 qui a des établissements de santé. Il y a à peu près 17 types d'établissements, pharmacie, opticiens, dentistes, centres de rééducation, enfin il y a des SIAD, des EHPAD. Et donc tout ce groupe-là travaille pour... D'abord, c'est des sociétés de personnes, donc nous ne faisons pas de bénéfices. Nos patrons, c'est nos adhérents qui élisent des élus. Donc on est dans un système qui est vraiment mutualiste au sens propre du terme. Donc on a des valeurs un petit peu différentes du monde de l'assurance, on va dire, avec les actionnaires. Et on essaye de porter ces valeurs avec nos 10 millions d'adhérents pour que ce soit... c'est une exception en Europe et on essaye de le faire vivre pour que ça reste. Voilà. Mais c'est très clair, on a d'un côté une expérience voyageur, une expérience adhérent, et puis des gens qui œuvrent pour les patients aussi, et on est collectivement concernés. Et puis, quand on parle de start-up, de grands groupes et de financement, voilà, il faut aller les chercher, et il y a une structure qui existe qui s'appelle Cap Digital, et peut-être que Stanislas Buffet, que je vous présente donc, va nous en dire 2 mots. Oui, merci beaucoup. Donc Stanislas Buffet, je pilote les programmes d'Open Innovation chez Cap Digital. Cap Digital, c'est une association loi 1901, un but non lucratif. On rassemble 1 millier, donc on est encore loin des 10 millions, mais on rassemble 1 millier de structures adhérentes, que ce soit des grands comptes, des ETI, des EPIC, autour d'une 60aine. On a surtout une grosse majorité de startups et de PME, au nombre de 800. On a des fonds d'investissement, des réseaux de business angels, des collectivités. J'entends parler du CNRS. On a aussi le CEA ou l'INRIA en labo de recherche qui sont adhérents de Cap Digital. Bref, on a l'ensemble des acteurs de l'écosystème et on a vocation en tant que tiers de confiance à les faire travailler ensemble, les aider à innover et aussi, quand on le peut, et on va en parler aussi, à leur apporter du financement public, puisqu'on est une association on va dire parapublique, financée par du public, par l'État et par nos cotisations et des prestations d'accompagnement. On est 35 salariés en interne chez Cap Digital et on a 4 filières principales. Historiquement, les ICC, industrie culturelle et créative. Depuis 2011 maintenant, la santé en numérique, avec de nombreux acteurs qui sont chez nous. Le groupe MGEN et Vive ont été membres il y a 2-3 ans.
Et par la suite, on avait aussi des activités sur la ville durable et sur le retail et la logistique. Et on a intégré 2 pôles pour renforcer ces activités. En 2018, Advanced City, et en 2020, le pôle du Picum. Donc on est sur ces 4 filières-là. Et rapidement, en termes de métiers, très axé oui sur le financement, mais pas que. On a tout ce qui est autour de la R&D. Donc on accompagne nos membres à aller sur les bons guichets de financement, que ce soit la Caisse des dépôts, la BPI, la NR ou autres. C'est un paysage qui est assez nébuleux de l'extérieur. Et donc on aide nos adhérents à bien comprendre les bons guichets de financement au niveau régional, national et européen en fonction de leur scope, de leur projet, de leur maturité, pour les orienter vers les bons guichets et qu'ils aient le meilleur taux de transfo. On a ce qui est lié assez fortement le financement plutôt privé, où là on va accompagner nos membres grâce à nos financeurs, nos fonds d'investissement et notre réseau de business angel pour se développer. La troisième partie, Open Innovation, avec notre équipe. Et puis les projets européens. On va candidater auprès de la Commission européenne sur des projets européens pour accompagner les startups et les PME à aller à l'échelle européenne et avoir à la fois du financement et des terrains d'expérimentation. Donc des millions d'euros, mais qui sont là pour aller chercher une société plus positive et plus dans l'avant-garde. Alors, je vais commencer par Laurie, parce que elle est très à l'aise avec les tables rondes, il faut le savoir. C'est pour la mettre à l'aise. Et donc, chez SNCF Gare et Connexion, en fait, l'Open Innovation finalement permet de répondre à des problématiques métiers concrètes. Et il me semble qu'il y en a une qui concerne l'indoor dans vos gares. Est-ce que vous pouvez m'en dire 2 mots ? Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de la localisation et du guidage indoor, juste vous expliquer comment on fonctionne aujourd'hui au sein de l'équipe. En fait, nous, notre raison d'être, c'est comment est-ce qu'on peut venir améliorer ou enrichir l'expérience vécue par tous les utilisateurs de nos gares. Et alors ça, c'est une mission qui est assez vaste. Et nous, finalement, on fonctionne à la commande. Ça veut dire qu'il y a des métiers de SNCF Gare et Connexion qui viennent nous solliciter, soit directement depuis le siège, soit dans les territoires, parce qu'ils ont une problématique métier concrète. Ils ont identifié un irritant client dans le parcours en gare qu'ils n'arrivent pas à adresser par leurs propres moyens. Et donc nous, on va faire de l'accompagnement de projets digitaux innovants sur tout le cycle de vie de l'Open Innovation, de la phase d'émergence jusqu'à la phase de retour d'expérience du POC. On va déjà commencer par bien échanger avec eux pour qualifier leurs besoins, bien comprendre la problématique, parce qu'elle n'est pas toujours bien exprimée clairement dès le départ. On s'assure qu'on n'a pas déjà des réponses disponibles en interne, que surtout le digital peut vraiment leur apporter une réponse adéquate. Et si tous les signaux passent au vert, là, on passe commande avec eux. Et on va venir, sur la base de l'expression du besoin métier, solliciter les écosystèmes d'innovation, aussi bien en interne qu'en externe. Donc ça peut être des startups, des acteurs de la recherche, des étudiants, pour sourcer des solutions, éventuellement les développer ou les itérer, les tester dans une ou plusieurs gares pilotes, et si le retour d'expérience est concluant, on accompagne le métier jusqu'à la phase de pré-industrialisation. Donc tous ensemble, on se pose la question de savoir quelles conditions techniques et financières on devrait réunir si on souhaite passer à l'échelle la dite solution. Donc toute cette démarche-là, macro, on est amené à la porter sur plein de sujets, dont effectivement la localisation et le guidage indoor. Et ce qui n'est pas facile, il me semble, c'est que finalement, d'une gare à l'autre, qu'on soit une gare à Paris-Montparnasse ou la petite gare de... Je ne vais pas donner une ville parce que je vais vexer quelqu'un, mais à la petite gare de province, c'est sans doute pas la même problématique. D'où l'intérêt de passer un temps suffisant avec le commanditaire, le métier qui exprime le besoin en phase initiale d'émergence pour bien qualifier le besoin et s'assurer qu'on adaptera bien la solution en fonction de la typologie du segment de gare qui est considéré. Parce qu'effectivement, entre une halte et une très grande gare parisienne, on ne va peut-être pas proposer la même solution ou la même manière de déployer la solution. Et c'est d'ailleurs le cas sur le fameux sujet de la localisation et du guidage indoor. Alors c'est un sujet passionnant parce qu'en fait, si la problématique étant de faire bénéficier les voyageurs des services dans les gares ou des différents, on va dire, métiers au sein des gares de la SNCF Gare et Connexion, et du coup il y a des structures, on va dire métalliques. Enfin, la création des gares et leur structure métallique fait que
parfois on ne peut pas géolocaliser, il me semble, les usagers finalement. Alors c'est tout à fait ça, Yannick. En fait, quand vous êtes en extérieur et que vous êtes perdu, vous avez sûrement l'habitude d'utiliser la fonction GPS de votre smartphone. C'est hyper simple et on vous indique le chemin le plus rapide pour aller d'un point à un point B. Le problème, c'est qu'à l'intérieur d'un bâtiment, c'est pas aussi simple parce que justement les signaux GPS sont bloqués par un certain nombre d'obstacles physiques et du coup ils passent pas du tout ou pas très bien. Or, on sait que sur les fameux 10 millions de voyageurs qui traversent quotidiennement nos gares, certains ne sont pas forcément habitués justement à l'environnement gare, peuvent être pris dans des flux exceptionnels type grand départ en vacances, grands événements sportifs. Je pense à la prochaine Coupe du Monde de rugby ou aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et ces personnes sont perdues et vont rechercher une personne, un service ou un commerce. D'où l'idée de leur proposer un service de guidage à l'intérieur de nos gares. Et c'est un sujet qu'on a identifié comme un des leviers d'amélioration de l'expérience client vécue dans nos gares. Et vous avez déjà tenté des choses pour y répondre ou, parce que bon, c'est peut-être la proximité aussi de la Coupe du Monde 2023 et des JO qui réactive les métiers, j'ai envie de dire. Il y avait déjà des choses qui étaient testées ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que sur ce sujet de la localisation et du guidage indoor, on ne partait pas d'une page complètement blanche. On avait déjà un module de GPS d'intérieur qui existe, qui est déjà aujourd'hui disponible sur l'application que vous avez bien sûr tous téléchargée, qui s'appelle Ma Gare SNCF. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire, bien sûr. Et qui fonctionne aujourd'hui dans 31 gares. Sur la base d'une technologie qui s'appelle le BLE, Beacon. Mais les marchés qui nous liaient avec les deux partenaires avec lesquels on a développé ce service sont aujourd'hui arrivés à échéance. D'où l'idée de profiter de ce temps de préparation de la consultation pour réinterroger, challenger, compléter l'existant à plusieurs niveaux en termes de périmètre. Est-ce qu'on a envie de couvrir plus de gares qu'on ne le fait aujourd'hui en termes de couverture fonctionnelle, donc les fonctionnalités qui sont associées à l'application, et aussi en termes de technologie ou de mix de technologies qui permettent de délivrer ce service. Mais je pourrais parler pendant des heures de ce sujet. Et d'ailleurs, il y a d'autres intervenants. Mais je l'avais dit, ça peut durer jusqu'à 17h, sauf qu'en régie, on va me regarder avec les yeux revolver pour ne pas faire de paraphrase. Beacon, pour tout le monde, c'est une technologie basée sur Bluetooth. Est-ce qu'on sait la technologie du futur, qu'est-ce qu'elle utilise comme techno ? C'est une question qu'on n'avait pas préparée, celle-là. Donc ça me permet de... Alors, ça fait partie du travail qu'on a demandé à Cap Digital d'organiser justement un atelier de préparation au lancement du challenge avec les experts du réseau pour s'interroger justement sur est-ce que le beacon et la techno Bluetooth associée est aujourd'hui la bonne réponse technologique à notre besoin. Est-ce qu'on pourrait éventuellement la compléter par d'autres technologies ou mix de technologies avec ou sans infrastructure ? Donc ça fait partie des questions qu'on s'est posées avant de lancer le challenge avec Cap Digital. Oui. Alors, challenge lancé avec Cap Digital, on y reviendra tout à l'heure. Je vais m'adresser maintenant à Valérie d'Harmonie Mutuelle et Vive. Finalement, ce secteur de l'open innovation, il a suivi son chemin depuis 5-6 ans. Et est-ce qu'on peut, est-ce que finalement c'est toujours la même chose ? On fait des POC, on teste des choses, etc. Ou est-ce que depuis ça a évolué en fait ? Alors moi, je trouvais ça intéressant de regarder ce qu'on a fait dans les 5 années qui sont passées et de voir où on en est. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. En tout cas, si je parle pour mon groupe, Harmonie Mutuelle et Vive, on a évolué sur plusieurs plans. Moi, je trouve que dans le travail avec les startups, il y a la notion, tout le travail d'expérimentation. Donc on l'a évoqué. Je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus professionnel. On travaille beaucoup plus sur des appels à projets, des appels d'offres, que ce soit émanant du groupe ou émanant de collectivités territoriales. Bon, avec le projet numérique en santé, on a vu énormément d'appels à projets dans le domaine de la santé. Et ces projets-là, ils donnent quand même une solidité, je trouve, à l'offre des startups et à notre capacité à les intégrer, parce que souvent les appels à projets se font en consortium, c'est-à-dire à plusieurs.
Donc on est beaucoup plus professionnel et donc on a plus de chances à la sortie d'avoir quelque chose qui tient bien la route et qui a une espérance de vie plus large que ce qu'on faisait il y a quelques années quand on faisait des expérimentations à droite, à gauche, un petit peu comme on pouvait, etc. Donc sur l'expérimentation, on est allé quand même beaucoup plus loin. Ça amène beaucoup, je trouve, au travail en écosystème. On est beaucoup sur du travail à plusieurs, dans des domaines d'activité différents. Et donc, ça ouvre beaucoup les chakras quant à travailler avec des acteurs, pourquoi pas un jour avec la SNCF, dans le logement. Avant, en santé, on ne s'interrogeait pas de travailler sur le logement. Maintenant, on travaille sur du logement santé, très clairement. Et il y a pas mal d'appels d'offres de collectivités territoriales qui travaillent sur ces sujets, en incluant de la santé, du sport. Enfin, il y a des tas de choses qui interviennent. Donc, en quelque sorte, on croise les secteurs, là. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on est plus professionnel, c'est sûr. Le deuxième point, je pense qu'on a progressé en termes d'organisation, notamment interne, où avant, voilà, on avait des expérimentations un peu partout, on ne communiquait pas vraiment. Donc maintenant, je trouve qu'on est monté en niveau sur l'expression des besoins. On en a parlé, parce que ça, c'est un vrai sujet. Comment bien exprimer son besoin pour un métier, comment le formaliser vis-à-vis de l'extérieur, parce que quand on se parle entre nous, on se comprend, mais dès qu'on parle à l'extérieur, on se comprend beaucoup moins. On a une synergie interne de passage d'infos qui est beaucoup plus forte avec toutes les plateformes internes que l'on a. Nous, on a un référentiel avec toutes les startups qu'on rencontre. Donc, tout le monde peut voir la startup que j'ai rencontrée aujourd'hui. Je mets des tags et comme ça, on va chercher directement l'information sur des choses qui ont déjà été vues par des collègues. On est monté en compétence beaucoup sur le cadrage juridique. Parce que ça, au départ, c'était quand même assez problématique de pouvoir faire des expérimentations, de cadrer les échanges, les données, etc. Bon, les réglementations RGPD, etc. ont aidé. On a beaucoup structuré. L'Europe aussi s'y met beaucoup. Mais on a bien avancé sur le cadrage juridique. Et on le fait bien en amont, ce qui évite des problématiques qu'on avait à l'issue de certaines expérimentations. Ah, alors, je te coupe. Oui. C'est intéressant. Et quand tu dis avant, il y avait de l'innovation un petit peu partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui anime toute cette innovation corporate ou... La transformation des entreprises a amené beaucoup de transversales. Et en fait, ce transversal permet de mieux communiquer sur des dimensions, on va dire, territoriales, intermétiers, bottom-up, top-down, etc. Et ensuite, le troisième point sur lequel on a pas mal évolué, en tout cas nous, on a changé un petit peu notre façon de procéder, c'est tout ce qui est investissement. Puisqu'effectivement, il y a quelques années, alors c'est il y a un certain temps, on a commencé à travailler avec Medoctor, nous, en 2013, donc ça fait un certain temps, on avait investi directement dans la start-up. Donc Medoctor, c'est la plateforme qui fait de la téléconsultation pour nos adhérents. Et depuis, on travaille maintenant avec des fonds d'investissement parce qu'on se rend compte que c'est un vrai métier quand même d'investir des fonds. Nous, ce n'est pas notre métier. Nous, on a des fonds, on a des réserves parce qu'on a besoin de faire des réserves pour couvrir les risques pour nos adhérents et on ne doit pas jouer avec cet argent-là. Donc, il faut qu'on sécurise au maximum. Et donc, les fonds d'investissement sont des professionnels de l'investissement avec qui on peut travailler en vraiment grande proximité dans le choix des startups. On peut travailler dans l'accompagnement des startups, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié une startup qui est intéressante avec un fonds d'investissement, on peut la faire des expérimentations dans nos établissements. Donc on peut aller très loin avec elle pour l'aider à se développer. Mais on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus solide également. Donc des expérimentations, une organisation un petit peu différente pour les entreprises avec parfois de la transformation pour être très transversale. Et des investissements. Et en matière d'investissement, Cap Digital est un acteur qui, Stanislas l'a dit, en fait, elle peut aller trouver la bonne porte à ouvrir quelque part pour trouver son financement. Ce qui fait que chez Cap Digital, dans votre quotidien de lien avec les startups, comment ça marche et puis surtout, auprès de qui vous vous réassurez? C'est bon. On a différentes sources de financement public. On opère des programmes
soit avec du financement privé, donc le partenaire, qui soit public ou privé, va financer l'accompagnement de Cap Digital, le coût d'expérimentation. Puis on a les financements dont on parle plus aujourd'hui publics, en l'occurrence les POC & Go, qui permettent d'alléger le coût d'expérimentation. Donc pour prendre un petit peu de recul, c'est dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque les PIA, Programme Investissement d'Avenir. Aujourd'hui, on est dans le cadre de France 2030. Donc c'est la grosse enveloppe de 54 milliards gérée par Bruno Bonnel pour justement insuffler du financement et aider à l'innovation. Et donc, en tant que tiers de confiance, on a été retenu par l'État pour opérer des challenges qui s'appelaient challenges numériques, qu'on a appelés POC & Go. Donc, c'est assez simple, faire un POC, à la preuve du concept, pour surtout aller sur le Go, qui est l'industrialisation. Donc, on accompagne des acteurs. En fait, on a regardé rapidement, on est aussi bien 50-50 entre du public et du privé. Donc aujourd'hui, on travaille avec Laurie, SNCF Gare et Connexion, on a quasiment terminé sur ce challenge localisation et guidage indoor. On en a un autre qui est ouvert sur l'hôte virtuel pour permettre d'avoir un niveau de service important dans les petites et les moyennes gares, malgré un flux de voyageurs qui est moins important que dans les grandes gares. Alors, super projet d'ailleurs, et on va en parler un peu plus tard, mais je fais un peu de teasing, Laurie. C'est important, c'est parce que vous vous dites, mince, il m'explique pas ce que c'est en détail. Là, moi, mon objectif, c'est de vous amener vers l'explication, et il faut rester avec nous pour ça. On en a d'autres avec des acteurs plutôt publics. Alors, je fais une petite parenthèse, vous retrouvez tout sur pocandgo.com, et si vous ne trouvez pas, vous m'ajoutez sur LinkedIn, je pourrais vous renvoyer. Donc, on a 5 dispositifs en ce moment qui sont en cours, qui reprennent un peu nos filières dont j'ai parlé tout à l'heure. On en a un qui est... pour laquelle on a une grande affection aussi avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sur la précarité énergétique, pour accompagner justement le département pour avoir une solution qui va permettre de piloter l'ensemble du suivi pour les foyers qui peuvent tomber dans la précarité énergétique. Il faut savoir qu'une fois que vous êtes malheureusement tombé dedans, il vous faut 10 dispositifs pour en sortir. Donc on essaie de mettre en place une solution qui permette de gérer les lanceurs d'alerte, de suivre les visites à domicile, de voir les actions qui vont être prévues et de suivre ces actions pour s'assurer que le foyer peut ne pas tomber en précarité énergétique. Donc on cherche une solution qui puisse faire ça, une solution digitale à co-construire. Et puis si j'avais un dernier exemple, parce que c'est aussi un sujet qui nous tient très à cœur, avec la métropole de Dijon sur l'aide alimentaire pour aider les gens qui n'ont pas les moyens de faire leurs courses naturellement, de faire appel à la Croix-Rouge, les Restos du Cœur ou autres. Et donc il y a toute une solution autour de la logistique et de la communication pour aider tous ces acteurs d'un point de vue local à mieux communiquer ensemble pour au final proposer plus de biens diversifiés et riches en protéines, en apport pour les bénéficiaires. Donc voilà le type de mission qu'on réalise. Excuse-moi Yannick, je me permets de poser une question directement à Stanislas. Pardon. Vas-y. En fait, on a, de temps en temps, vous verrez, on a des questions joker. Alors, à tout moment, on peut les activer. Et là, Laurie m'a dit, c'est le moment. Non, je me dis peut-être que ça peut intéresser le public. Vous me dites si ça vous intéresse pas du tout. Mais je me dis d'un point de vue start-up ou PME française, c'est quoi finalement l'intérêt de candidater à un POC & Go avec SNCF Gare et Connexion ou un autre grand groupe? Bien sûr. Alors, ils sont multiples. Et c'était pas préparé, franchement. Mais déjà, il y a le financement qu'apporte BPI France et la DGE. Donc derrière ce programme, c'est ces acteurs-là qui nous financent. Et donc on apporte 70 000 € pour alléger le coût de l'expérimentation. Ensuite, tout ce qui est fait dans le cadre du challenge reste la propriété intellectuelle du lauréat qui est choisi pour l'expérimentation. Donc naturellement, les grands comptes apportent des choses. Donc tout ce qu'on apporte reste à votre propriété. Mais tout ce qui est fait dans le cadre du challenge et la propriété aussi du lauréat, ce qui l'autorise par la suite à se développer, à réutiliser des briques techno qui ont été créées dans ce cadre-là. Et à l'origine, c'est un dispositif qui doit permettre à des startups et à des PME d'accrocher des références plus grosses, publiques ou privées, pour se développer, pour se diversifier. Donc on est toujours sur co-construire une solution pour laquelle le sponsor n'a pas trouvé de solution sur le marché sur étagère, pour lequel il fera un appel d'offres standard, et se dire je vais aller co-construire avec un acteur innovant une solution qui va répondre sur mesure, qui va répondre à mes besoins sur mesure. Ensuite, du coup, pour la startup, cette opportunité d'aller challenger sa vision du marché, ses briques techno auprès d'un grand acteur et avoir un terrain d'expérimentation qui peut être énorme. On l'a vu avec les gares, chez Gare Eco. Et puis après, il y a toute la partie notoriété, visibilité, communication qu'on peut apporter tout autour du challenge.
Eh bien, merci Stanislas, merci Laurie aussi, parce que c'était un joli coup de main. Aline, et oui, Oui. c'était c'est pour ça que j'annonce le prénom un peu à l'avance. En fait, on parle de relations start-up grand groupe. Finalement, pour vous, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement, ou est-ce qu'on vous a dit oh là là, nanoparticules, c'est compliqué? Enfin voilà. Alors, c'est pas de nanoparticules, non, mais... Ah, alors il y a un moment dans la table ronde où je me trompe. Voilà, c'est celui-là, il faut le savourer. Non, des dispositifs médicaux. Donc, Dispositifs médicaux. effectivement, pas de détection, parce que je vais essayer de me rattraper quand même. de capture de biomarqueurs capture. tumoraux. Voilà. Pour être plus en amont dans la détection, c'est possible de dire ça? Exactement. Ok. Alors, donc je remets dans le contexte aussi, du coup, jeune entreprise malgré tout. Donc, la relation avec les grands groupes, elle sera très certainement plus dans un futur moyen, long terme. Mais globalement, je pense qu'on pourrait définir en 2 temps le développement d'une start-up. Il y a ce que l'on appelle le early stage et après il y a ce que l'on appelle la phase de scale-up, donc de croissance. Donc finalement dans le early stage, c'est là qu'on pourrait rentrer tout ce qu'on vient d'aborder, plutôt le financement. Ensuite il peut y avoir plutôt des partenariats avec des groupes dans du co-développement. Donc c'est là où moi je place le open innovation et tous les challenges qu'on peut retrouver à des moments de démarrage de la société où il peut y avoir effectivement des intersections ou des points communs en fait sur lesquels travailler pour accélérer telle ou telle solution. Et ensuite, voilà, la phase de scale-up qui est plus la phase business où il peut y avoir plutôt des intérêts au niveau distribution et pouvoir bénéficier du coup voilà, du réseau d'un grand groupe déjà bien établi. Nous, on a en plus la problématique réglementaire, donc de certification des EDM. Quelquefois, ça peut être intéressant de déjà bénéficier finalement de l'historique du groupe d'un point de vue certification pour accélérer certaines voies réglementaires. Donc il peut y avoir plusieurs scénarios. Nous, dans la phase plus early stage, au-delà de la partie financement, on a bénéficié d'un programme d'accompagnement par un groupe pharmaceutique. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc bien sûr avec, alors c'était pas tout à fait de l'open innovation puisqu'il y a toujours quand même des questions d'IP, il peut y avoir des questions un petit peu sensibles. Donc là c'était vraiment un programme d'accompagnement qui regroupait une petite dizaine de startups lauréates. C'était alors ça a duré je crois 3 ans, il me semble. Oui. Et bon, l'acteur est connu du grand public, même si ça s'est passé un peu avant, il me semble. C'est AstraZeneca, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc le programme existe toujours, il relance tous les ans ces programmes-là. D'autres grands groupes, pas seulement en pharma, mais c'est des pratiques qu'on voit de plus en plus dans l'écosystème. Et j'ai trouvé que ça nous a beaucoup apporté, puisque souvent, j'écoute pas mal de startups faire remonter un peu le même avis. On a l'impression que les grands groupes, c'est... voilà, un peu... Il y a un côté inaccessible. Inaccessible, on ne sait pas par quel est le bon point d'entrée, le bon contact, sur le besoin, sur vraiment la vision stratégique qu'ils peuvent avoir en interne. C'est très très flou vu de l'extérieur. Et donc ces programmes, avant tout, nous ont permis en fait d'avoir des interlocuteurs au sein du groupe, de pouvoir discuter ouvertement, de poser des questions et vice-versa. Et voilà, je trouve qu'effectivement, c'est important d'avoir cette complémentarité. Ils accompagnent, ils ouvrent des portes aussi, c'est ça? Ils ouvrent des portes, des mises en relation, et nous, on a bénéficié du coup de programmes alors c'était des coachs dirigeants, on a bénéficié de cours à HEC, on a bénéficié d'un certain nombre d'outils qui pour nous ont été vraiment très importants au démarrage, et on garde du coup des liens avec le groupe. Voilà, donc ça s'est passé de manière très saine. Mais ce n'est pas encore l'open innovation comme ce que vous décrivez là. Ça, on ne le voit pas tout le temps, et au contraire, je trouve que c'est une belle initiative à encourager. Et parce qu'aujourd'hui, vos clients, du coup, c'est des hôpitaux, des cliniques, c'est ça? Alors nous, on va avoir différentes typologies. Donc déjà le monde académique pour la recherche, les CRO, l'industrie pharmaceutique qui fait de la recherche de pointe dans ce domaine que l'on appelle la biopsie liquide.
les centres de recherche en oncologie, les centres hospitaliers. Donc c'est plutôt... Et voilà, et on peut avoir des partenaires, comme je le disais, de distribution, etc. Donc là, c'est plutôt l'industrie du consommable médical. Mais merci, c'est très clair en tout cas pour un sujet de fond qui l'est moins, pour moi en tout cas. Chez Harmonie Mutuelle, Valérie, finalement, on a parlé d'évolution. Et qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui manque finalement pour que ce soit encore plus fluide, encore plus efficace ? Alors je pense qu'aujourd'hui, on a un sujet sur le territorial. Parce qu'en fait, on a des maillons territoriaux, à la fois en interne et à la fois dans notre organisation administrative, qui font qu'on a un peu de mal à être efficace parce qu'on perd beaucoup d'énergie à travailler à certains niveaux. Alors je vais prendre par exemple, on va travailler sur un département et dès qu'on veut passer à l'étape supérieure pour déployer, ça devient vraiment très compliqué. Si je prends le département, les conférences des financeurs sont uniquement au niveau des départements. Donc si on veut de l'argent des conférences des financeurs, il faut aller taper à toutes les portes des départements, ce qui est absolument impossible. En tout cas pour une start-up, c'est absolument impossible. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet sur comment on peut travailler et aussi pour nous en interne. C'est-à-dire qu'on a de très bonnes idées qui viennent du national et qu'on a du mal à déployer dans les régions. On a des très bonnes initiatives dans les régions qu'on a du mal à faire passer au niveau du national. Donc toute cette... Alors on y travaille, on essaie de l'améliorer, mais comme en plus on a ces maillons administratifs qui sont bloquants, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la territorialité. Donc le prochain enjeu, tout ce qui est territoire. Et le fait qu'on ait, nous, des adhérents partout et des établissements, etc., on se pose beaucoup de questions pour être beaucoup plus efficace, en tout cas sur la couverture du territoire et le scale-up. Cette fameuse mise à l'échelle pour les francophones de la salle. Alors, j'ai fait un peu de teasing tout à l'heure et j'y reviens parce que sinon... je les ai tenus là jusqu'à maintenant. C'est sur cette... Le suspense était insoutenable, exactement. Depuis fin août, la SNCF Gare et Connexion est en effervescence puisqu'il y a un appel à projet, on peut appeler ça comme ça ? Un challenge d'innovation. Un challenge d'open innovation. D'open innovation qui est lancé sur ce fameux hôte virtuel et il est temps de découvrir à quoi ça consiste. Je sens que la salle brûlait de l'impatience de le savoir. Donc, vous l'avez compris, on a eu un premier succès avec Cap Digital dans le cadre du dispositif POC & Go sur le fameux sujet de la localisation et du guidage indoor. On s'est dit qu'on allait retenter l'aventure sur un autre sujet qui est celui de l'hôte virtuel. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu entends par hôte virtuel ? Parmi toutes nos missions, SNCF Gare et Connexion se doit de proposer un accueil dans toutes les gares, quel que soit le segment, qui soit unique, moderne et rassurant. Mais la difficulté pour nous, c'est que cette expérience d'accueil, elle ne peut pas toujours passer par une présence physique. Soit parce que la gare, elle n'est pas équipée de guichets, soit alors parce que le client, le visiteur, va se présenter en gare en dehors des horaires d'ouverture du guichet. Donc au travers de ce challenge, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait mettre les nouvelles technologies au service d'une nouvelle expérience d'accueil dans les gares. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on cherche un dispositif, un hôte d'accueil de premier niveau dans les gares qui permette de pousser un bouquet de services qui soit adapté à chaque gare au travers d'un dispositif digital, donc physique et ou digital, qui soit aussi grand public, donc qui vise à toucher un maximum d'usagers, dont les publics fragiles, donc les personnes à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap. Alors c'est un sujet qui est complexe, d'où l'intérêt de passer par POC & Go pour essayer d'aller capter des solutions innovantes auprès de l'écosystème de PME et de start-up françaises. Donc effectivement, Yannick, on a ouvert le dépôt des dossiers de candidature depuis la fin du mois d'août. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 octobre. Je parle sous le contrôle de Stanislas. Toutes les informations sont disponibles sur le site POC & Go, donc POC-and-go.com. Vous pouvez aussi, si vous avez des questions, les adresser directement
à Stanislas. Et donc, si vous avez des solutions susceptibles de nous intéresser, vous directement, ou si vous connaissez quelqu'un qui, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de Cap Digital et du site POC & Go. Donc, Laurie ne peut pas vous faire de pub, mais moi je vais la faire. C'est que quand même, un projet qui peut concerner potentiellement 66 millions d'usagers, il n'y en a pas beaucoup. Donc n'hésitez pas, si vous êtes une start-up avec plein d'idées, de candidater à ce beau challenge. Petite précision, dans le cadre du challenge, le périmètre visé en priorité, ce sont, pour faire simple, les petites et les moyennes gares. Et si le retour d'expérience du challenge est concluant, on envisagerait de passer à l'échelle de la solution sur tous les segments de gare. Parce que la présence en petite et moyenne gare est sans doute moins forte des guichets, je veux dire, d'ouverture des guichets. Et donc, voilà, ça répond, c'est très pragmatique, des fois, ça répond à un cas d'usage très terrain. Et une dernière précision, oui. Et après j'arrête de parler, c'est promis. Le challenge, il vise un double volet. Il y a à la fois le volet software et le volet hardware. Donc le volet software, c'est développement de l'appli d'un logiciel qu'on pourrait demain intégrer à un ou plusieurs médias SNCF. Et le volet hardware, c'est tout ce qui est matérialisation physique du dispositif. Voilà. Après, on ne donne pas de piste de réponse pour ne pas orienter, mais on fait confiance à la créativité des soumissionnaires. Pleine confiance. Jusqu'au 31 octobre, n'hésitez surtout pas. En matière... alors, je vais vous raconter une anecdote. Hier, je me baladais dans Toulouse et puis j'ai vu Valérie pour préparer cette table ronde qui m'a dit « Moi, j'aimerais bien parler du jeu d'acteur. » Alors, il faut que tu nous en dises plus sur cette terminologie et savoir finalement de quoi on parle. Oui, parce que comme je travaille sur de la prospective et qu'on se pose des questions sur quelques années plus loin, ce que j'ai vu dans le travail que j'ai fait notamment sur le numérique en santé, bon, vous êtes plusieurs à avoir vu les présentations de Dominique Pont et ici ces dernières années. On a une transformation très très forte de notre système de santé avec le numérique en santé et on a beaucoup de budget qui est attribué pour monter en compétence sur ces sujets-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a quand même les acteurs. Alors, les grands groupes, on pense que c'est des paquebots, c'est-à-dire que ça bouge très lentement, ça tourne très lentement. Sauf qu'aujourd'hui, avec cet input-là, on a vraiment des acteurs qui bougent assez vite. Et donc, moi, le message que j'avais envie de passer aux startups, c'était effectivement, les startups vont vite, mais il y a des moments où les grands groupes vont vite aussi. Et donc, il ne faut pas oublier de regarder où en sont les grands groupes dans leur évolution sur certains sujets. Et je pense que, par exemple, dans le numérique en santé, il y a de grosses transformations en ce moment. Les éditeurs de logiciels commencent à faire des métiers qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent. Il y a tout le sujet du dispositif médical avec cette enveloppe fourre-tout qui est en train d'évoluer. Le plan de financement de la Sécu a été diffusé la semaine dernière. Il y a quand même des sujets autour de ça. Donc il y a des choses qui vont bouger dans les 2 ans qui viennent. Et je pense que pour les startups, c'est important d'avoir un petit temps pour regarder ce que font les grands groupes, vers où ils vont, de discuter avec eux et peut-être de sentir des choses sur lesquelles les startups pourraient rebondir parce que les grands groupes bougent beaucoup. En tout cas, sur certains secteurs, ça évolue très très vite. Et ça, c'est pas forcément visible d'une start-up, puisque les paquebots que sont les grands groupes, je les représente ici aussi, parfois on pivote et puis bon, on prend pas le temps de dire on a pivoté. Voilà. Donc ça, c'est important et je pense que c'est important qu'on en parle dans cette table ronde. Et je ne sais pas si ça suscite des questions, puisque je ne les ai pas sous les yeux, mais n'hésitez surtout pas. Stanislas, du coup, cette montée de l'open innovation, puisque franchement, Valérie l'a dit tout à l'heure, je veux dire, ça a beaucoup évolué ces dernières années. À quoi faut s'attendre finalement pour le futur dans cette relation start-up grand groupe? Et finalement, est-ce que vous pensez que le modèle Cap Digital va perdurer tout simplement, ou se diversifier, ou alors augmenter ses enveloppes? Peut-être que c'est un message à faire passer, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelle est un peu votre vision du futur là-dessus? Déjà, je partage beaucoup des points que vous avez soulevés. On est sur une montée en compétences, une maturité de l'écosystème assez important depuis plusieurs années. On voit que les grands groupes se structurent, montent en compétences en interne, recrutent des gens comme Laurie pour gérer ces programmes d'innovation, permettent d'avoir du coup des portes d'entrée et c'est plus clair pour savoir qui contacter pour entrer et faire du business. Ça commence à l'être du côté public des collectivités.
On voit qu'il y a un petit train de retard, mais qu'elle commence à prendre le pas. Il y a un peu plus de travail, parfois d'acculturation et d'accompagnement pour la partie publique. Sur le financement, oui, j'en profite, Bruno Bonnel, si tu m'entends, on veut bien avoir d'autres dispositifs à opérer parce que, blague à part, ça apporte vraiment une différenciation, un coup de souffle pour aider les startups et les PME à financer l'expérimentation, à débloquer parfois aussi des problématiques côté sponsor. Je ne citerai pas de nom, mais on a eu plusieurs de nos partenaires qui nous ont dit on travaille sur ce sujet en interne depuis quelques temps, mais on est bloqué financièrement. Et le fait d'avoir une enveloppe publique qui vient nous aider, ça débloque le sujet et on peut permettre d'apporter plus d'expériences intéressantes à nos clients. Tu le citais aussi tout à l'heure, on voit sur la montée en compétences en interne, on a de plus en plus d'entreprises qui utilisent des logiciels pour capitaliser sur l'existant et pour permettre de partager en interne les différentes startups qui ont été rencontrées. Et puis, je pense que en termes de maturité, on a vu le changement de mon KPI, c'est le nombre de POC que je vais faire, à mon KPI, maintenant, c'est le nombre de POC que je vais déployer, et vraiment sur le taux de transfo, sur combien de solutions je vais pouvoir industrialiser. On n'est plus là pour se faire plaisir entre nous en se disant j'ai fait des POC avec un tel et un tel. On est sur quelle valeur j'apporte en tant que direction innovation. Je ne suis pas qu'un centre de coût, et j'apporte vraiment de la valeur pour mes métiers. Je leur apporte des solutions qui sont intéressantes, pertinentes et pérennes pour pouvoir durer dans le temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième est en train de m'échapper, mais je vais le retrouver. En tout cas, le premier, c'est bien de dire, attention, dans le monde que l'on vit aujourd'hui, c'est bien des KPI sur ce qu'on déploie, avec de la valeur métier apportée dans nos entreprises, et pas, je dirais, un espèce de laboratoire d'expérimentation qui finalement finit aussi par épuiser les grands groupes. Bien sûr, voilà. Merci, ça me fait penser à une idée. Oh, qu'est-ce qu'ils étaient forts. C'est un métier, hein. Animer, c'est un métier. L'autre chose, c'est qu'avant, on se rendait compte, en tout cas au début de l'Open Innovation, qu'on ouvrait un challenge, et puis ça se battait au portillon, ça candidatait. Aujourd'hui, et d'où aussi, alors je prêche pour ma paroisse, mais la pertinence des structures comme la nôtre, c'est d'avoir une connaissance fine de l'écosystème et d'aller chercher les entreprises en tant que tiers de confiance pour leur dire là, il y a une opportunité pour toi. On a beaucoup moins de candidats qui vont postuler. Parfois, du coup, la qualité est meilleure. Mais j'ai un exemple tout bête là sur un autre challenge qu'on avait ouvert. On fait le jury avec le sponsor et il nous dit mais la boîte X là, elle est où? On a échangé avec elle. Ils sont tellement sollicités que parfois il ne va pas passer l'opportunité alors que c'est je fais une expérimentation avec un grand compte et derrière c'est du business potentiel. Donc on sent quand même voilà, les belles boîtes, celles qui roulent bien, qui ont des belles solutions, il faut aller les chercher pour faire de l'expérimentation, alors qu'avant elles venaient voir les grands comptes pour... Donc maintenant c'est le rapport de force, j'ai l'impression, c'est un peu inversé. Donc c'est un point hyper important. Et pour répondre à ta dernière question sur comment Cap Digital évolue, puis on en parlait encore tout à l'heure avec Laurie, c'est que l'expérimentation c'est bien, l'industrialisation c'est mieux. Et donc c'est aussi notre rôle d'accompagner, de faire partager nos différents adhérents, nos différents partenaires sur de ce qu'on peut voir pour avoir le plus de chances d'aller vers le déploiement. En tout cas, ça fera écho à beaucoup d'acteurs. En tout cas, les grands groupes, c'est sûr. Cette notion d'industrialisation, en tout cas de l'innovation. Je vais poser une question double, c'est-à-dire que c'est une question pour deux de nos intervenantes, donc pour Laurie et Aline. Pour vous, et c'est fait exprès qu'il y ait un acteur start-up et les grands groupes pour qu'on ait vraiment la vision. C'est quoi les next steps en gros? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je l'ai compris, il y a un challenge d'innovation qui est en cours, mais finalement, où c'est que vous voulez amener vos équipes d'innovation et où c'est que vous voulez amener la start-up? Et puis, qui c'est qui veut commencer? Aline, tu veux commencer? Allez. Oui. Alors, les next steps pour nous, c'est justement cette phase de pré-industrialisation pour nous préparer à une première mise sur le marché d'un dispositif à destination de la recherche. Voilà, je trouve que justement la relation start-up grand groupe est une relation win-win. Dans tous les cas, on a beaucoup à... les grands groupes apportent beaucoup aux startups et vice-versa. Donc voilà, si c'est le mot de la fin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment important peut-être de démystifier ou de simplifier aussi l'approche administrative qui peut du coup des fois freiner en fait dans la mise en œuvre de certaines collaborations. Donc il me semble que la BPI avait publié des guides des bonnes pratiques
pour justement faciliter toutes ces négociations, savoir comment s'y prendre, etc. Donc je trouve que c'est une très bonne action. Peut-être créer encore plus d'événements comme celui-ci pour favoriser les rencontres start-up grands groupes. Il y a encore très peu d'événements. Finalement, les deux participent et on peut vraiment discuter ouvertement des besoins, etc. Justement, en rejoignant ce que vous proposiez, voilà, et faire justement écho avec ce que vous disiez de cet élan et de nouvelles directions et voilà, choses qui ne sont pas tout à fait visibles des startups quelquefois. Donc voilà, encore des choses à mettre en œuvre, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Donc de beaux sujets à venir, en tout cas, qu'on soit start-up ou grand groupe. Et puis on a commencé par Laurie, on finit par Laurie. Oula, j'ai la pression là. Voilà, c'est un peu calculé. Je sens que c'était fait exprès, Yannick. Alors déjà, on va poursuivre l'accompagnement des métiers sur les commandes qui sont en cours, avec des niveaux de maturité qui diffèrent. On est parfois en phase d'émergence, on est parfois en phase d'expérimentation, avec une attention toute particulière portée à la transformation de l'expérimentation vers la pré-industrialisation, main dans la main avec le métier, si bien sûr le retour d'expérience de l'expérimentation est concluant. Ça fait écho à ce qu'expliquait Stanislas à l'instant. Et après, d'un point de vue plus stratégique, on va dire, 2 objectifs à court terme. On a prévu avec l'équipe de présenter notre offre de service version marketée dans les territoires de SNCF Gare et Connexion pour venir capter davantage de besoins à la source et demain pour nous susciter, on l'espère, plus de commandes et faire en sorte que les commandes n'émènent pas systématiquement du siège pour nous. Et on a aussi, et j'ai oublié ce que je voulais dire. En tout cas, un souhait d'aller chercher les sujets sur le terrain et pas qu'au siège, c'est ce que je comprends. Je m'en souviens. Et la suite arrive. Merci. Impeccable. Et à moyen terme, alors vous l'avez compris, nous on est plutôt aujourd'hui, on vise plutôt des solutions qui sont scalables, potentiellement industrialisables. Mais on réfléchit à pourquoi pas demain imaginer un programme d'accélération chez nous, mais c'est encore en phase de discussion ou de réflexion. Mais c'est très clair et ça donne plein de belles perspectives pour l'avenir. Alors je ne sais pas, je vais me tourner vers la régie qui va me dire si oui ou non nous avons des questions distantes ou s'il y a des questions dans la salle, il faut lever la main et après la régie fait le relais. Ou alors on a été super clair, ce qui est plutôt un compliment pour vous 4. Moi je ne fais que faciliter ce moment. Pas de questions. Eh bien, je vous propose donc d'en terminer là pour cette table ronde. Je remercie Laurie, Aline, Valérie et Stanislas. Vous pouvez les applaudir bien fort. Et puis, sans doute, rendez-vous pour d'autres événements avec la mêlée. Merci, au revoir. Merci.